لهذا كتب أحمد الحسن كتابا ناقش فيه أهم النظريات العلمية المثبتة تجريبيا أو رياضيا ونظريا، نظرية التطور والجينة الأنانية. كتاب وهم الإلحاد قريبا جدا في مكتباتكم. Qu'y a-t-il de si important à propos de ces roches? Ce ne sont pas n'importe quelles vieilles roches. Elles sont composées en majorité de petites particules de sédiments. On les appelle des roches sédimentaires. En fait, elles recouvrent les 3/4 des terres du globe. Chose curieuse, elles ont toutes été formées sous les eaux. Lorsque le niveau de l'eau a baissé, les sédiments ont été exposés à l'air libre. Ils ont séché et sont devenus des roches. Regardez cette falaise. Vous voyez qu'elle est divisée en bancs. Le banc de grès a été coloré en jaune, le banc d'argile en bleu, celui de calcaire en orange. Chaque banc se divise lui-même en strates. Ces lignes horizontales sont des strates. Afin de comprendre l'histoire incroyable que ce film va vous présenter, il faut examiner de près ces strates. Elles sont disposées de façon rigoureuse. Les grosses particules se réunissent dans la partie inférieure de la strate, alors que les plus fines se déposent dans la partie supérieure. Cette disposition se retrouve à tous les niveaux des bancs. Quelquefois, on aperçoit une cassure ou un joint entre la strate inférieure d'un banc et la strate supérieure du banc immédiatement en dessous. Cela s'appelle un joint de stratification. Depuis un certain temps maintenant, on soupçonne que ces roches ont un secret. La découverte de ce secret aboutira à un changement de nos idées sur un sujet des plus importants, celui des origines de l'humanité. L'un des premiers experts en roches sédimentaires était allemand. Il s'appelait Johannes Walter. Alors qu'il séjournait en Italie à la fin du siècle dernier, il examina des sédiments dans la baie de Naples. En creusant verticalement dans les sédiments de la baie, il découvrit que les bancs qui reposaient les uns sur les autres suivaient le même ordre que ceux qui se trouvaient les uns à côté des autres, horizontalement. L'ordre des bancs qu'on pouvait voir les uns à côté des autres, en allant de la côte vers la pleine mer, était le même que l'ordre des bancs verticaux. Il se rendit compte qu'on se trompait en affirmant que le banc du fond était nécessairement plus ancien que celui du dessus. Il devenait clair que tous les bancs, ceux du dessus, ceux du milieu et ceux du fond, étaient encore en train de se former. Ils se formaient latéralement. Ainsi, une partie du banc supérieur avait le même âge qu'une partie du banc inférieur. Assez rapidement, Walter comprit la cause de cette formation latérale des bancs. Les particules de sédiments se déversant dans les mers, apportées par les rivières, les inondations et le vent, se trient entre elles selon leur taille. Les plus grosses particules, celles colorées en jaune, restent près de la côte. Les moins lourdes, en bleu, sont entraînées un peu plus loin, et les particules les plus fines, colorées en orange, sont emportées par les vagues et les courants encore plus loin. On peut voir que les couches de sédiments se déposent les unes à côté des autres. Les particules de sédiments dans les couches se trient suivant leur taille, dans les bancs de types variés de sédiments.
Ceci pourrait être un banc de galets, celui-ci de grès, celui-ci d'argile. Ainsi, les bancs se forment latéralement. Ce morceau de banc, le plus proche de la côte, est plus ancien que ce morceau du même banc plus éloigné de la côte. Ainsi, cette partie du banc au fond a le même âge que cette partie du banc au-dessus. Avant Johannes Walter, en 1870, deux Russes, Golovkinski et Inostrantsiev, avaient remarqué que dans les bassins océaniques anciens, remplis de sédiments, les mêmes séries de dépôts pouvaient être observées en surface côte à côte et verticalement l'un en dessous de l'autre. La caractéristique de ces dépôts ou faciès, c'est qu'ils sont parallèles à la pente du bassin. Ceux observés par Walter dans la baie de Naples ne le sont pas. Ils sont presque horizontaux. La raison en est qu'à part de petits changements dus aux marées, les séries de dépôts dans le golfe de Naples et ailleurs résultent d'une mer pratiquement toujours au même niveau. La position des dépôts de sédiments dans les bassins océaniques, tels que ceux observés par les deux savants russes, semblait résulter de changements de niveaux importants des océans. Le niveau de l'eau qui s'élève s'appelle une transgression. Le niveau de l'eau qui descend s'appelle une régression. Quand l'eau monte ou transgresse, ce qui peut être dû à des raz-de-marée, les sédiments se déposent parallèlement à la pente des côtés du bassin océanique. Les particules les plus grosses, en jaune, se déposent le long de la pente. Lorsque le niveau de l'eau baisse ou régresse, les particules les plus fines, en orange, se déposent le long de la pente. L'observation des bassins océaniques anciens, remplis de sédiments, montre par la position des dépôts ou faciès que les eaux, dans le passé, ont dû monter et descendre bien des fois en succession rapide. Les sédimentologues appellent ces phénomènes des cycles de transgressions et de régressions. Les différents genres de dépôts résultent de leur triage latéral des sédiments, et non pas d'une sorte de dépôt se superposant sur une autre. Il semblerait donc que l'origine des bassins sédimentaires se trouve dans des cycles de niveau d'eau montant et baissant rapidement, techniquement parlant, de transgression ou de régression. La position des dépôts ne résulte donc pas du principe de superposition ou de continuité, mais de l'application de la loi de Johannes Walter. Ces cycles de niveaux montants et descendants des eaux n'ont pas pu avoir lieu partout dans le monde en même temps. Peut-être étaient-ils semblables à d'énormes marées océaniques. Ainsi, lorsque le niveau des eaux montait et déposait d'énormes quantités de sédiments en un lieu, simultanément, des sédiments se déposaient ailleurs, suivant le niveau descendant des eaux. Les autres experts en roches sédimentaires réagirent alors en déclarant que la découverte de Johannes Walter expliquait seulement la formation des roches côtières. Mais à leur connaissance, les sédiments des profondeurs marines s'étaient déposés les uns au-dessus des autres. Par conséquent, la couche du dessus était forcément plus jeune que celle du dessous. Dans cette falaise, formée probablement de sédiments au fond des mers, on croit que les strates du banc au fond sont beaucoup plus anciennes que celles du dessus, ici. Pourquoi ? Parce que les géologues croient que les strates et les couches ne sont qu'une seule et même chose.
Dans les années 70 et 80, plusieurs échantillons de sédiments ont été ramenés en creusant le fond de l'océan Pacifique par le vaisseau le Glomar Challenger. Ces forages ont apporté la preuve que la découverte de Walter s'appliquait aussi bien aux sédiments provenant du fond des mers. Cela signifie que virtuellement toutes les roches sédimentaires du monde ont dû se former de la même façon. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Tout simplement ceci. Prenez le Grand Canyon, celui du Colorado aux États-Unis. C'est le plus grand, le plus large, le plus profond, le plus long des canyons de la Terre. Sur ses côtes, on voit des bancs de sédiments, les uns sur les autres, sur toute l'épaisseur du bas jusqu'en haut. On dit que chaque banc indique un âge géologique. Mais ce que nous savons aujourd'hui, grâce à Johannes Walter et au forage du vaisseau le Glomar Challenger, indique que des parties de bancs différents peuvent avoir le même âge. Pourtant, certains ont beaucoup de mal à accepter cette découverte. Deux événements récents doivent lever tous ces doutes. En 1980, le mont Sainte-Hélène, un volcan des États-Unis, a explosé. Il détruisit une immense forêt voisine et déclencha un raz-de-marée dans un lac proche, le lac Spirit. En quelques heures, 200 mètres de sédiments se déposèrent et formèrent des roches en se desséchant. Des roches avec leurs strates. Suite à l'explosion, la poussée d'énormes quantités de boue creusa un canyon à travers les roches avoisinantes, un canyon de plus de 30 mètres de profondeur et de 60 de large. Alors qu'on a cru qu'il fallait des millions d'années pour former des canyons et des strates dans les roches, ces deux formations géologiques se sont formées en quelques heures. Le deuxième événement a eu lieu dans un laboratoire. Un sédimentologue français, Guy Berthaud, a découvert deux faits d'importance capitale. Le premier est celui-ci. Le sable s'écoulant de façon continue, que ce soit dans le vide, dans l'air ou dans l'eau, se trie alternativement en dépôts de petites et de grosses particules, qui ressemblent à des couches mais n'en sont pas. Un deuxième fait est apparu durant les expériences que Guy Berthaud a dirigées à l'Université du Colorado. En observant le dépôt de sédiments entraîné par un courant d'eau circulant dans un canal à parois transparentes, il a constaté que lorsque la vitesse diminuait, les grosses particules sédimentaires se déposaient seules, tandis que lorsqu'elle augmentait, des laminets se formaient. Ainsi, le granoclassement répétitif, qui caractérise les strates, n'est pas obligatoirement, comme l'ont cru les géologues, l'effet de couches successives, mais il peut être aussi bien l'effet des variations de vitesse, du courant d'entraînement des sédiments. Une autre découverte intéressante est celle-ci. Les joints ou les cassures entre les strates résultent de la dessiccation ou de l'assèchement des sédiments. On pensait jusqu'alors que ces cassures étaient dues à l'interruption de l'arrivée de sédiments. On croyait que la surface de la dernière strate déposée s'était durcie et que des années plus tard, de nouveaux sédiments avaient recommencé à se déverser et qu'ainsi une nouvelle strate s'était formée au-dessus de l'ancienne. Cette explication doit être abandonnée à cause de deux nouvelles découvertes. D'abord, comme l'ont montré les forages du vaisseau le Glomar Challenger, les sédiments du fond de la mer ne durcissent jamais, sauf après 300 mètres d'épaisseur de dépôt. À l'exception des charts, qui peuvent commencer à durcir au bout de 100 mètres. L'autre découverte faite en laboratoire montre que lorsque le niveau de la mer baisse et que les sédiments humides sont exposés à l'air, des cassures surviennent entre certaines strates, suivant le procédé de dessiccation.
Aussi ces joints ou ces cassures ne dépendent-ils pas de la durée? Ces expériences ont été menées par une équipe de spécialistes au cours de nombreux mois dans des conditions rigoureuses, en laboratoire. Tout a été filmé et peut être vu librement. Ces expériences confirment un fait vital pour l'histoire de la sédimentologie. Les strates ne donnent aucune indication d'âge. Guiberteau a montré que les strates que vous pouvez voir dans ces bancs dépendent de la vitesse du courant. Elles ne se déposent pas les unes sur les autres au cours des âges. Elles se forment latéralement de la même manière que les bancs. Ces expériences ont été reproduites à plus grande échelle. Elles ont alors été présentées au 14e Congrès international de sédimentologie dans le film documentaire qui va suivre. Les roches sédimentaires témoignent du passé préhistorique de la Terre. Leurs caractéristiques principales comprennent des strates distinctes de matériaux relativement homogènes, formés lors de périodes sédimentaires interrompues, supposées de longue durée. À l'échelle microscopique, les roches sédimentaires montrent une succession de particules fines et grossières sous forme de laminées. Les roches sédimentaires étant formées lors de la décantation de particules dans l'eau, il est instructif de réaliser quelques expériences fondamentales de stratification au laboratoire d'hydraulique. Un mélange hétérogranulaire de sables fins en blanc et de sables grossiers en noir est utilisé pour les expériences. Considérons le roulement d'une sphère sur un plan horizontal. Le rayon de la sphère est R, la masse m, la vitesse angulaire oméga et la vitesse de translation v égale au produit de la vitesse angulaire oméga par le rayon. Le moment d'inertie de la sphère est donné par 2/5 du produit de la masse et du carré du rayon. L'énergie cinétique du mouvement est donnée par la formule suivante. E est égal à 7/10 du produit de la masse et du carré de la vitesse. À une certaine vitesse v, l'énergie cinétique devient directement proportionnelle à la masse m. On en conclut que l'énergie cinétique d'une grosse particule est plus élevée que l'énergie cinétique d'une petite particule. L'énergie cinétique accrue des grosses particules leur permet de franchir des perturbations de surface. Considérons un mélange homogène de grosses particules en noir et de petites particules. Lorsque le mélange est mis en déplacement transversal, les petites particules qui ont une énergie cinétique plus faible se déposent au pied de la couche en mouvement et les grosses particules roulent à la surface du dépôt de fines particules. La ségrégation de particules survient lors du mouvement latéral du mélange hétérogranulaire. Les grosses particules en noir roulent à la surface d'une pellicule de particules fines de même densité en blanc. Les mélanges cisaillés à l'angle de frottement interne démontrent également les mêmes caractéristiques de ségrégation. La question fondamentale de la lamination est la suivante. La nature produit-elle une ségrégation répétitive sous une alimentation sédimentaire continue? Examinons d'abord les conditions submergées. L'écoulement turbulent autour des particules a conduit les chercheurs à croire que la lamination résulte de la périodicité cyclique de la turbulence. La même expérience de sédimentation à l'air montre les mêmes caractéristiques de lamination sous forme de ségrégation répétitive. De plus, l'épaisseur des laminés s'accroît avec le taux d'alimentation du mélange hétérogranulaire.
on remarquera que les laminés sont en pente avec un angle d'environ 30 degrés. Le vide absolu étant à moins 760 mm de mercure, l'hypothèse de turbulence est mise à l'épreuve sous un vide partiel à moins 560 mm de mercure. La lamination devient clairement visible dans l'absence quasi totale de tout fluide ambiant. La lamination dépend donc essentiellement de l'interaction mécanique entre particules de tailles différentes, de formes différentes et de densités différentes. Sous l'eau, la lamination s'observe lors d'une accumulation graduelle de particules sur une surface parfaitement plane. Regardez attentivement cette même séquence de lamination en mouvement accéléré. Des expériences de stratification à plus grande échelle sont réalisées au laboratoire d'hydraulique de l'Engineering Research Center. Un canal mesurant 20 mètres de longueur et 1,30 m de largeur recircule 30 mètres cubes d'eau et 8 tonnes d'un mélange hétérogranulaire de sable. Ce canal maintient une alimentation continue d'un mélange de sables fins et grossiers à débit constant. Considérons le diagramme d'un delta très simple. Au temps initial, nous avons la partie supérieure du delta, la face frontale du delta et la partie inférieure du delta au temps initial T1. Les particules en mouvement le long du lit, les particules les plus grosses se déposent sur la face frontale et font progresser le delta vers l'aval. Les particules les plus fines se déposent sur la partie supérieure et les parties en suspension se déposent sur la partie inférieure, indiquée ici. Au temps T2, le profil s'est déplacé tout simplement vers l'aval, à un nouveau temps T2. L'accumulation de particules entre les temps T1 et T2 représente donc une couche sédimentaire. Ce delta typique progresse graduellement vers l'aval. Une vue agrandie montre la lamination de particules fines du dépôt de surface. L'épaisseur du dépôt de surface décroît vers l'aval en approchant la face frontale du delta. Après un long intervalle de temps, on observe les caractéristiques principales de la stratification, avec les particules fines au-dessus, les grosses particules au milieu et les particules fines au-dessous. Il est important de comprendre que la chronologie de formation des dépôts dépend des couches sédimentaires et non des strates. Les isochrones correspondent donc à l'interface entre les couches successives et non à l'interface entre les strates. L'épaisseur des strates est fonction du changement de transport solide qui survient dans un écoulement graduellement varié. Considérons maintenant deux particules dans le dépôt. Une particule en A, dans la strate supérieure, et une particule B, dans la strate inférieure. La particule en A
s'est déposé en un temps T1 antérieur à la particule B. La particule B s'est donc déposée après la particule A dans la strate supérieure. La profondeur d'écoulement est augmentée de façon très graduelle, tout en conservant des conditions identiques d'apport sédimentaire et de débit d'écoulement. Un dépôt substantiel s'accumule en fonction du temps, avec prédominance de delta, de dunes et de rides en phase divers de développement. Le dépôt séché à l'air d'un delta très simple montre les caractéristiques distinctes de la stratification en termes de superposition de strates de sable fin en blanc et de strates de sable grossier en noir. Une section transversale est taillée dans le delta afin d'identifier les caractéristiques principales du dépôt formé à débit constant sous une alimentation continue du mélange hétérogranulaire. La coupe transversale montre une superposition distincte de strates de particules fines en blanc et de grosses particules en noir. En regardant la coupe des strates superposées, on serait tenté de conclure que ces strates correspondent à des couches sédimentaires successives, résultant de périodes sédimentaires discontinues, que chaque strate est plus vieille que celle qui la recouvre, et plus jeune que celle qu'elle recouvre, et que chaque strate est de même âge en tout point. Cette expérience de stratification met en défaut ces hypothèses, parce que ces strates ne sont pas identiques à des couches sédimentaires successives. De plus, on observe une stratification très nette sous une alimentation continue de mélange de sable hétérogranulaire. Pourquoi donc est-ce si important? Tout simplement parce qu'on a utilisé les strates pour dater les roches sédimentaires et les fossiles qui s'y trouvent, et cela depuis un siècle. Or, pour la première fois, on a expliqué le mécanisme de la formation des strates. Il est évident qu'on ne peut plus se servir des strates pour évaluer l'âge des fossiles ou des roches. Certains fossiles des strates inférieures pourraient parfaitement être plus récents que ceux des strates supérieures. Voici quelques créatures maritimes qui vivent à des niveaux écologiques différents. Une grande quantité de sédiments se déverse et elles sont toutes recouvertes. Finalement, en l'absence d'air, elles peuvent se transformer en fossiles. Bien entendu, les animaux marins ensevelis dans la strate supérieure et ceux de la strate inférieure ont le même âge, puisqu'ils sont dans la même couche de sédiments. Ensuite, une autre épaisse couche de sédiments arrive et d'autres créatures maritimes sont emprisonnées. Mais le plus important est de comprendre que celles en haut de la couche précédente ont été ensevelies avant celles en bas de la dernière couche. Ainsi, ce fossile là-haut est plus ancien que celui-là en bas. Voici le directeur du programme de recherche qui s'explique lui-même. La théorie de l'évolution se base sur la croyance qu'une succession d'espèces fossilisées au cours de longues périodes géologiques démontre qu'il y a eu un progrès évolutif entre les espèces. Comme nous venons de le voir, et comme cela a été reproduit au laboratoire, les couches formées par l'arrivée des sédiments ont été à tort identifiées à des strates. L'échelle des temps géologiques et la succession chronologique des espèces ont été calculées sur cette interprétation erronée, celle qui assimilait les strates à des couches successives de sédiments. Une même couche de sédiments peut être divisée en parties de plusieurs strates. Les plus récentes observations et expérimentations, dont les nôtres, montrent que la configuration des dépôts stratifiés est fonction des conditions hydrauliques. Cela permet, à l'inverse, de déterminer, à partir de la configuration des roches sédimentaires, les conditions hydrauliques de leur genèse. De ce fait, l'échelle des temps géologiques est remise en question dans ses fondements, et par conséquent, la succession chronologique des fossiles induisant la théorie de l'évolution. La position des fossiles
dans les roches pouvant correspondre à la zonation écologique des espèces marines.